Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live sur la et avec un invité exceptionnel dans cette émission puisque je suis avec Loïc Blazek. Bonjour Loïc. Bonjour. On se retrouve ensemble, Loïc, d'une boutique de jeux de Suisse d'ailleurs. Tu es sur Fribourg, dans le canton de Fribourg plus exactement. Je sais pas, c'est Fribourg directement la ville? Non, alors la ville, c'est Bulle. Oui. C'est dans le district de la Gruyère, là où on fait le gruyère, le vrai. Le Et, vrai euh, gruyère. On va et commencer par ça, le vrai gruyère, parce que on est en France, on mange du gruyère, mais on a tendance à dire un peu gruyère pour n'importe quoi. Et pas du tout, hein, attention, le gruyère, c'est spécifique. exactement. Donc, c'est produit en gruyère. Et surtout, il n'a pas de trous. Si on vous dit que le gruyère a des trous, c'est complètement faux. Et je vois dans les commentaires que Mélodie nous dit Martin en pull, waouh, c'est exceptionnel. Ben oui, je trouve que ça me donne un petit côté qui correspond bien au nouveau Premier ministre français. Voilà, je me sens très bien. Il fait surtout très froid chez nous. Alors je ne sais pas si c'est le cas. Quelle était la température ce matin au réveil en Suisse? Mais nous, 3 degrés, sachez-le quand même. Ouais, 4 degrés chez nous. Ah, et ben oui, il fallait que je relance le chauffage, je me suis décidé un peu tard. Euh, donc j'ai mis le pull quand même, parce que le temps que ça chauffe un petit peu, j'avais peur de commencer à choper quelque chose pendant cette matinale. C'est pas le but de cette émission. Le but de cette émission, c'est de partager ensemble le top des boutiques ludiques, le top de l'été du Exactement. GBL, le groupement des boutiques ludiques dont tu fais partie, Loïc, Mhm. avec la boutique Les Hauts Plateaux à Bulle, donc on l'a dit, dans le canton de Fribourg. Tu fais partie du GBL, vous vendez des jeux régulièrement. Le GBL, ce sont toutes ces boutiques, c'est l'association qui regroupe ces petites boutiques souvent de centre-ville qui se passionnent pour le jeu de société avec de vrais passionnés à l'intérieur, avec des personnes qui font du conseil vers lesquelles vous pouvez aller pour avoir des références, pour connaître les nouveautés et pour découvrir aussi les grands classiques, mais surtout le conseil, c'est important. On l'a Des pas avis sincères. nécessairement quand on commande en ligne, pardon. Des avis sincères. Oui, mais ça c'est essentiel, hein. On les a pas toujours et c'est ce qui est le plus précieux parce que c'est ce qui entretient aussi notre flamme et notre goût pour le jeu de société, ce sont ces échanges-là. Donc voilà, pour le groupement des boutiques ludiques, il y a une petite particularité dans ce top puisqu'on va revenir sur les meilleures ventes de l'été. Vous entendez une petite notification, j'ai toujours pas réussi à les enlever, il faut que j'arrive à les virer et c'est un peu pénible. J'ai pas encore trouvé où c'était, quel était ce bouton et pourquoi elles se sont rajoutées dans nos lives. Pardon, hein, vous les aurez encore pour cette émission, mais je vous promets que dès la fin de l'émission, je cherche partout comment les enlever. Petite particularité dans ce live, il y a le festival de Vichy qui a lieu. Tu y vas au festival de Vichy? Oui, exactement. On part demain en fin de journée pour y aller. Pareil, on va faire un petit tour là-bas. Et à cette occasion, il y a une remise de prix qui a lieu chaque année. C'est le moment où les boutiques ludiques se réunissent pour décerner leurs prix dans 3 catégories différentes. On en parlera après le top. On vous parlera des jeux qui sont sélectionnés dans ces 3 catégories-là. Évidemment, on ne vous dira pas lequel l'emportera, ça. Il faudra attendre le festival de Vichy. Et puis, éventuellement, si vous regardez notre émission uniquement, celle de jeudi prochain, dans laquelle on fera le bilan de ce qui s'est passé pendant la semaine. C'est une actualité de notre semaine. On commence directement, on va utiliser notre site internet. Vous savez que vous pouvez retrouver nos informations sur le site d'un monde de jeu. Hop, je m'y connecte, si ça veut bien. Si ça veut bien se connecter, est-ce que c'est le bon bouton que j'ai appuyé? Alors c'est celui-ci, je pense. Voilà, c'est celui-ci. Je me suis trompé le bouton, c'est pas grave. Sur notre site, vous allez pouvoir retrouver. Alors ça sert pas à grand chose. Là, je dis ça tout de suite. Pour ceux qui sont en train de regarder le live, ben, ils le savent. Et pour ceux qui regardent en replay sur YouTube, ben, ils le savent aussi. Mais je le dis quand même pour la fois prochaine. On va mettre toutes les informations directement sur le site derrière, c'est-à-dire à la fois la vidéo que vous êtes en train de regarder sera disponible sur le site, mais également le classement. Vous allez pouvoir le retrouver. C'est la petite nouveauté de cette année, c'est qu'on ne perd plus nos contenus. On les a beaucoup perdus l'année précédente. On a fait plein de choses. Et, finalement, quand vous n'étiez pas là sur le live, vous ne pouviez pas les revoir, passer quelques semaines, le temps que le replay disparaisse. Maintenant, c'est possible. Vous allez pouvoir retrouver tout ça sur le site internet et déjà, directement, vous voyez les hauts plateaux, la boutique de Loïc. Alors, petite boutique qui s'est ouverte il y a 4 ans. Oui, exactement, en octobre 2020. Donc on va tout bientôt fêter nos 4 ans. On a ouvert du coup en plein Covid. C'est- On s'est dit, C'est ouais, le meilleur moment. la bonne période, hein. Mais oui. Allons-y. Bon, après, oui, c'est vrai que pour le lancement, c'était pas idéal, mais il y a beaucoup de choses qui se sont créées pendant le Covid aussi, ou qui ont été initiées même par le Covid, parce que Complètement. vous avez réussi à passer la période en tout cas. Oui, on a réussi à passer la période. On savait pas à quoi s'attendre. Du coup, on
on est passé tout droit et puis, du coup, ça a fonctionné et puis, c'est l'après-covid, en fait, il est pas si facile que ça. Oui, oui. Bah oui, parce qu'il y a eu un changement en plus. Alors pour les boutiques qui étaient déjà installées, il y a eu effectivement cet événement particulier qu'on a tous eu à gérer et qui a aussi attiré pas mal de joueurs vers le jeu de société. Alors ils ne se déplaçaient pas forcément dans les boutiques physiques, mais beaucoup de gens y sont allés. Mais par contre, ils sont allés vers le jeu de société. Mmh. Par contre, effectivement, l'après, on en parle tout le temps, hein, et on nous parle des chiffres du Covid, des chiffres d'avant le Covid, de où on se situe aujourd'hui. C'est un marché qui est très fluctuant, le jeu de société. Et puis, en même temps, pour tous ceux qui se sont créés sur cette période-là, parce que nous, c'est notre cas, hein, la chaîne existait depuis 2017, mais le démarrage de la version professionnelle, c'est le Covid aussi. C'est cette envie de vivre différemment et en tout cas de prendre en compte la société telle qu'elle est aujourd'hui, nos envies telles qu'elles sont aujourd'hui également. Il y a un site internet qui est lié à cette boutique. Tiens, on va se connecter sur le site internet. Là, il est juste ici, il est au plateau. Donc, vous fonctionnez aussi sur les ventes en ligne, mais forcément à destination peut-être davantage du marché suisse, j'imagine. Oui, tout à fait, parce que les frais de port, de toute façon, pour la France, et les pays, européens, c'est hors de prix et Oui. en plus de ça, ben, évidemment, on a des prix plus élevés que la France donc ça, en tant que Français et Françaises, ça ne vous sert à rien de commander chez nous. C'est compliqué, ça, la concurrence de la France, quand on est une boutique suisse. Est-ce que les clients auront tendance parfois à aller faire un petit tour en France pour récupérer des jeux s'ils sont pas trop loin? Oui, il y a surtout un mastodonte, un rouleau compresseur qui s'appelle Philibert, Oui, que vous connaissez, bien sûr, ouais. bien évidemment, qui livre très facilement en Suisse et bah, comme, en Suisse, on paye pas la TVA française, ça fait qu'automatiquement sur le site de Philibert et de beaucoup de boutiques françaises, la TVA française est directement déduite du prix des Ah jeux oui. et du coup, ben, vous qui avez une TVA à 20, nous, on a des jeux à moins 20% en visuel sur le site de Philibert et la TVA suisse est à 8,1%. D'accord. Ouais, donc effectivement, c'est une concurrence qui est complexe sur ce plan-là, en tout cas. Mais ils n'ont pas des frais de port qui sont élevés pour la Suisse? Je ne me rends pas trop compte, parce que nous, quand on envoie, j'en vois rarement sur la Suisse. C'est rare parce que je vends de temps en temps des originaux d'illustration, et ça Mhm. arrive assez souvent sur la Belgique. Et quand j'envoie là-bas, en général, c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout le même temps aussi d'expédition. Non, alors effectivement, c'est pas le même prix, mais je pense que Philibert, ils ont quand même des bons accords avec Oui, les transporteurs, donc ça leur coûte pas trop cher. Les frais de port sont vraiment pas excessifs en fait. d'accord. Voilà, mais après, évidemment, il y a la boutique physique. Et on va aller vers la boutique physique parce que tu nous as envoyé quelques photos pour se rendre compte à quoi ça sert, à quoi ça ressemble plus exactement. Pas à quoi ça sert, on le sait très bien. Moi, j'adore ça en fait. J'ai envie de me déplacer à chaque fois dans les boutiques. Et d'ailleurs, j'imagine que c'est le cas de tous ceux qui nous regardent ce matin, quand on passe dans une ville, il y a le petit crochet vers la boutique locale pour voir comment sont achalandés les jeux de société que l'on connaît bien, les rayons, Complètement. comment, quels sont ceux qui sont mis en avant. Il y a de la place, il y a du bois aussi dans cette boutique. Oui, j'essaie de faire une boutique la plus aérée possible quand même, comme ça il y a une circulation relativement agréable. Après, bon, bien sûr, on peut pas pousser les murs. Et on a une catégorie de jeux qui commence à 2 ans, 2 ans et demi. Et puis on va Oui. jusqu'à la catégorie expert. Donc on essaie d'être le plus vaste possible et avoir le plus grand choix possible. Alors c'est chemin de Folieran, 43 chemin de Folieran à Bulle, si vous cherchez, ou si vous êtes sur le coin et que vous avez envie d'aller vers cette boutique. Là, on voit du N-Lock, hein, bien rangé ici, pas mal de jeux dans tous les coins. Et un canapé, en fait. Mais ça, c'est un aspect que je fais pas de boutique, mais tu sais, de temps en temps, on rêve. Je suis pas sûr que je serais très doué là-dessus, hein, parce qu'il y a un côté aussi social qui est essentiel, et c'est pas forcément le domaine dans lequel je suis le plus à l'aise. Mais ouais, préparer sa petite boutique, avoir son univers, connaître les clients, c'est des aspects qui peuvent faire rêver. Parfois, en tout cas, moi, qui peuvent me faire rêver sur une autre vie, si j'avais fait les choses différemment, avec comment on l'aurait achalandé, quelle serait. Je pense que vous aussi, hein, que le regardez, vous avez votre propre image de ce que vous feriez si vous avez votre propre boutique. Ça fait partie des choses dont tu rêves. Est-ce que ça correspond au rêve que tu avais? Alors, on a toujours des idéaux et après on essaie de s'en rapprocher un maximum. Donc l'ambiance de la boutique, elle se rapproche vraiment de ce que j'avais envie. Ouais. Quelque chose de plutôt apaisé, de calme et d'aéré. Et j'espère et je Ça se voit, hein, sur les photos.
Ouais, j'essaie vraiment d'apporter ceci parce que ça représente ma personnalité et puis ça représente ce que j'aime aussi, avoir dans des boutiques. On a Dorothée qui nous dit bel endroit. Brenda, oh, la boutique Helvète, qui est peut-être déjà passée, parce qu'elle est du coin aussi, Brenda. Les gens du Haut-Doubs sont pas très loin de la Suisse. Ils font des petits tours en Suisse, généralement. Oui, ouais, ouais, Et on a c'est pas Lady là loin. qui nous dit je suis pas loin de Bulle. La boutique au festival du jeu de la Tour de Pels était sympa aussi. Alors, on visite pas toutes les boutiques ce matin, mais c'est vrai que quand on reçoit quelqu'un qui tient sa petite boutique, on a envie de voir les choses également. Voilà pour cette boutique, mais vous avez aussi une particularité. Je vois que tu es. Alors, tu m'as marqué un gérant, un Mmh. employé boutique et un employé YouTube à 20%, tu as précisé. Oui, Alors, qu'est-ce que exactement, c'est? puisqu'on a Il y a une chaîne aussi YouTube déjà. On va se oui, connecter à la chaîne YouTube. c'est ça, donc on a une chaîne YouTube, on fait des lives, 1 fois toutes les 2 semaines et Ouais. puis on sort une grosse vidéo tous les 6 mois sur, le top des nos tops personnels des meilleurs jeux sur les 6 derniers mois et on essaie de trouver toujours des petites choses à amener au niveau mise en scène, au niveau idée de comment est-ce qu'on va présenter les jeux. Ah bah si on fait de la vidéo, oui, faut essayer de faire des trucs rigolos, hein, c'est important. Et du coup, La dernière grosse vidéo, tu m'as marqué, c'est celle sur l'été, c'est celle-ci là, celle qu'on voit tout en haut à gauche. mmh exactement. Ah, je clique, hein, je me calme. Vas-y, vas-y. On va couper le son, pardon. Hop, voilà, les hauts plateaux. Ah, c'est animé, dis donc, les choses sont bien faites, effectivement. Avertissement. Et là, vous avez fait votre sélection. Nous aussi, on a fait une sélection sur les jeux de l'été. Ça nous a pris un temps dingue. Mais par contre, ça fait plaisir de se dire, allez, on fait quelque chose d'original. On essaye de mettre en scène aussi notre passion de manière différente. Très chouette de proposer ça. C'est les clients de la boutique qui regardent majoritairement ou vous arrivez. Le but, c'est aussi de toucher au-delà. Alors, notre but, en fait, c'était vraiment d'essayer de créer une communauté en Suisse, ce qui fonctionne un petit peu, mais on a beaucoup, quand même de personnes d'origine française qui nous regardent. Oui. Donc, ça rayonne énormément à l'étranger, plus qu'en Suisse au final. Bon, c'est le but aussi, hein. Si on fait une chaîne, c'est pour rayonner un petit peu au-delà des frontières. Nous aussi, des fois, on va au-delà des frontières. Les petites fiertés personnelles. On se reconnecte sur la page du site que vous ne voyez pas encore, parce qu'elle n'est pas encore disponible sur le site. Forcément, il y a un petit suspense. On va vous dévoiler le top des boutiques ludiques du mois, des mois d'été, en fait. Pendant les 2 mois d'été, on en a fait un au début de l'été, on n'en a pas fait depuis. Et on va commencer par vous dévoiler les jeux. Alors, on fait comme d'habitude. Il y a 3 tops qui ont été faits. Le premier concerne tous les jeux de manière générale, mais vous le savez, si vous avez déjà regardé cette séquence, il y a une prime assez forte quand même aux petits jeux, parce que souvent les gens, et surtout en ce moment, hein, post-Covid, les gens ont un panier qui a peut-être un peu baissé, un panier moyen, avec l'envie de prendre des petits jeux faciles à acheter, mais faciles à jouer également, avec pas trop d'explications. Ensuite, on aura un top qui concerne les jeux qui valent 30 euros et moins, donc Et plus. 30 euros et plus, pardon, 30 euros et plus, donc c'est un niveau supérieur. Et enfin, un top avec les jeux à 50 euros et plus, potentiellement pour trouver le même à la première place de chacun des tops. Parce que si jamais la meilleure vente est un jeu à 50 euros et plus, bah, il sera en tête de tous les tops. Évidemment, c'est jamais le cas, mais quand même. Voilà le principe. C'est pour aussi parler de jeux qui sont plus difficiles d'accès, peut-être, qui concernent moins de personnes, peut-être, mais qui rencontrent un vrai succès dans des catégories différentes. Et on va commencer, et puis je te laisse la primeur, hein, de nous annoncer quel est le numéro 10, avant que je le montre à l'écran, le 10e jeu le plus vendu pendant cet été dans nos boutiques ludiques. Eh ben, il va s'agir de Sea Salt and Paper. Sea Salt and Pepper, c'est le 10e jeu le plus vendu. Vous voyez, alors là, j'ai fait des fiches qui réunissent pas toutes les informations telles que vous les voyez s'afficher à l'écran, mais c'est les pages de notre site internet. Si jamais vous cliquez dessus, ce que je vais faire ici, on va ouvrir dans un nouvel onglet. Hop, si vous cliquez dessus, par contre, vous aurez toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire le nom des illustrateurs, c'est très important, mais ça a cassé la mise en page, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur le premier écran, et y compris le lien vers les boutiques ludiques. D'ailleurs, j'informe ceux qui nous regardent qu'il s'agit du lien le plus cliqué de la chaîne. C'est-à-dire que beaucoup de personnes qui passent par le site vont directement sur ce lien-là pour regarder, alors ils ne vont pas tous les jours, hein, j'imagine, mais pour regarder quelle est la boutique la plus proche de chez eux. Ça, c'est le numéro 10, Sea Salt and Pepper. C'est un jeu de Théo Rivière et Bruno Catala.
exactement, qui se joue donc de 2 à 4 personnes. Et ben, depuis qu'il est sorti, j'ai l'impression qu'il est assez régulièrement dans les tops. C'est Oui, toujours une vente assez régulière. ouais. Donc, heu, donc voilà, ça m'étonne vraiment pas de le retrouver là. Heu, Il a profité aussi du petit booster qui est sorti à un moment pour apporter une mmh extension assez légère, assez petite, facile à acheter derrière. Ça permet de relancer aussi. J'ai eu les chiffres de vente, je les ai oubliés à chaque fois, mais les chiffres de vente globales, elles sont incroyables sur ce jeu. Je dis incroyable parce que c'est une toute petite boîte, donc on est dans l'air du temps. Une mmh. boîte, un jeu pas trop cher, mais 12,40 € en version française. Je ne sais pas quel est le prix en version suisse, mais en tout cas, c'est assez accessible. Par contre, les règles sont pas si simples que ça. C'est-à-dire qu'on n'est déjà pas pour le jeu hyper grand public. Ça va être compliqué d'y jouer peut-être. En tout cas, la première partie risque d'être un petit peu plus ardue avec un public non joueur qui n'a pas l'habitude d'appréhender les règles. Mais derrière, ça crée. Il y a une petite profondeur, il y a quelque chose supplémentaire et ça a rencontré un succès, mais vraiment dingue. Oui. Ça nous rassure aussi, nous, hein, quand on parle des jeux de société, de voir que c'est pas forcément toujours les jeux les plus simples qui se vendent le mieux. Non, et ça, bah, ça fait quand même plaisir de voir que il y a pas que du blanc manger coco qui part, parce que Oui. ça, on en a un peu ras la casquette. Vous le vendez toujours beaucoup, Blanc Manger Coco, chez vous? Non, heureusement pas. Heureusement pas. Je pense que les gens vont plutôt en grande surface, ils nous Oui. épargnent. Bah, je crois que ça fait un moment qu'on ne l'a pas cité. Nous, dans le top des boutiques ludiques, depuis qu'on le fait, je ne crois pas qu'on ait beaucoup cité du Blanc Coco. Ça a plutôt baissé les ventes de manière générale, mais effectivement, il y a plusieurs réseaux de distribution et ce type de jeu, ça se vend encore. Évidemment que ça se vend encore, mais peut-être aussi sur des sites en ligne, là où il n'y a pas besoin de conseils. C'est-à-dire que les gens vont le prendre directement s'ils le recherchent. Après, Exact. les vendeurs de boutiques, peut-être, orientent vers d'autres choses. C'est possible aussi. Numéro 9. En numéro 9, nous avons Skyjo Action. Alors ça, moi, ça m'a surpris, parce que je ne l'avais pas vu encore jusqu'à présent dans les tops des boutiques ludiques. Oui. Ou alors j'ai Et oublié, c'est possible. c'est effectivement aussi une surprise pour moi. Parce que autant Skyjo, ben oui, c'est quelque chose qu'on vend assez facilement, mais Skyjo Action, les gens souvent passent à côté, ont pas forcément envie de l'acheter, et c'est vrai que c'est une version un peu plus chaotique, Oui, et il n'apporte, à mon sens, pas énormément, donc je suis assez étonné de le voir là. oui, pareil, hein, moi je suis pas du tout fan. Alors Skyjo, je comprends le succès de Skyjo complètement. J'ai pas de déplaisir à y jouer du tout. Le Skyjo Action, vraiment je comprends pas. C'est le jeu que, permettez-moi de laisser un avis là ce matin sur ce jeu-là en particulier. Il me botte un petit peu moins. Mais j'imagine que c'est aussi le succès de la version de base qui fait que ce Skyjo-là, il est demandé pour ceux qui connaissent déjà Skyjo, qui reviennent en boutique et qui vont chercher spécifiquement ce jeu. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, j'ai été aussi étonné de le voir parce que chez moi, je le vends vraiment pas, quoi. Oui. Oui, après, faut le... Et tu l'as? Il est en rayon? Pas tout le temps, une fois de temps en temps. Oui, parce que là, vous avez du choix aussi sur ce que vous mettez. Et c'est vrai qu'on est dans la Oui. période du choix. On est dans une période où de toute façon, il n'est pas possible de prendre tous les jeux qui sortent chez tous les distributeurs. Donc, notre mission à nous, journalistes, et à vous, pour les boutiques, notamment les plus petites, des boutiques qui n'ont pas le rayonnage pour mettre tout ce qu'il faudrait, c'est de sélectionner, de choisir et puis d'orienter les gens vers les meilleurs jeux. Donc forcément, il y a un choix qui se fait, et c'est important aussi. Oh, je vois le numéro 8 qui apparaît, qui commence à apparaître. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Très Trabord. Très bord. Alors ça, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est dans le top des boutiques Oui. ludiques, Et qu'on le voit. je comprends tout à fait pourquoi, parce qu'on est sur un jeu à rôle caché qui est vraiment très agréable à jouer, qui fonctionne bien à partir de 4 personnes. À 3, je trouve que c'est un peu limite quand même. Mais à partir de 4, je le trouve assez fun. Et il va avoir une petite touche supplémentaire, puisque en plus du fait que ce soit jeu à rôle caché, on va vraiment bluffer sur ce que l'on va jouer comme carte, puisqu'on va devoir toujours jouer une carte face cachée et annoncer ce que l'on joue, mais on a le droit de mentir. Et comme les cartes vont être parfois mélangées, comme les cartes vont être regardées par certaines personnes, mais pas par d'autres, du coup, il y a du mensonge sur du mensonge et ça fonctionne vraiment bien. Oui, c'est une catégorie sur laquelle il y a un vrai public. Alors, c'est pas Mmh. forcément toujours le même public que celui qui regarde la chaîne Un Monde de Jeux, notamment, puisque nous, on a beaucoup de gens qui sont un peu experts et qui cherchent déjà de la découverte, de la surprise aussi dans le type de jeu qu'ils veulent placer sur leur table. Il y a Mmh. une prime à la surprise et à l'étonnement. Sur ce type de jeu-là,
En fait, je vois mes adolescents, hein, je vois mes enfants aussi qui adorent les jeux à rôle caché et qui cherchent le nouveau jeu à rôle caché qui apporte un tout petit peu de nouveauté, mais qui surtout soit dans cette catégorie qu'ils apprécient déjà bien à l'avance. Ils en veulent un nouveau. Moi, ils me disent, j'ai aimé les loups-garous, qu'est-ce qui est sorti ces derniers temps du type des loups-garous, je veux ça, plus particulièrement. Et effectivement, bon, on comprend le succès d'un jeu comme Traître à bord qui répond parfaitement à cette question-là. Oui, exactement, parce il va y avoir assez régulièrement comme des jeux à rôle caché qui sortent, mais est-ce que ça renouvelle suffisamment pour être mis en avant? Je suis pas sûr. Alors que Traître à bord apporte une toute petite fraîcheur qui est vraiment agréable au final. Donc c'est un jeu qui est signé par Zhang Xia-Shu et qui est illustré par Laura Bazzoni. Vous retrouvez toutes les informations si vous cliquez simplement sur l'image quand vous irez sur le site. Vous 16 € pour ce jeu. On continue avec le numéro 7. Et là ça me fait plutôt plaisir, c'est Harmonies. Harmonise. C'est une boîte un peu plus grosse quand même. Exactement. Donc là, on est aussi. Je vous ai dit hein, que dans nos autres tops, on aura la possibilité d'avoir des jeux qui sont présents dans plusieurs d'entre eux. Et Harmony en fait partie, puisqu'il s'agit d'un jeu à plus de 30 €. On va regarder ça directement en cliquant sur la boîte. C'est le jeu de Johan Benvenuto, qui est illustré magnifiquement par Maeva da Silva. Énorme Exactement. succès en fait. Et tout de suite, on a vu que les gens allaient sur ce jeu. On en parle beaucoup pour les prix ludiques. Ça serait très surprenant. Alors évidemment, il ne faut pas trop s'avancer non plus, mais ça serait très surprenant qu'il ne soit pas présent dans les futurs palmarès, dans les sélections des prix qui vont arriver de plus en plus là sur cette fin d'année. On en parle évidemment pour l'Asdor. Nous, on peut en parler facilement parce qu'on n'est pas dans le jury. Damien, je vois sur le chat qui nous dit oui, pour l'Asdor, c'est évident. On peut le dire, nous. On verra si le jury de l'Asdor choisit ce jeu-là, évidemment, mais nous, on s'y attend dans la sélection. Après, on verra bien hein, quels jeux sont choisis au final en fin février l'année prochaine. C'est un jeu qui a tout son succès aussi de par son visuel. Parce qu'au final, mécaniquement, même si c'est très agréable à jouer, et puis qu'il y a ce côté double puzzle avec le fait de construire son paysage et le fait de poser des animaux sur ce paysage, est-ce que vraiment mécaniquement ça renouvelle quelque chose? Pas énormément, mais Super efficace, mais oui. c'est extrêmement agréable en fait. C'est reprendre des mécaniques qui existent déjà, mais encore en les rendant plus minimalistes et beaucoup plus cérébrales. C'est ce que j'aime avec ce jeu, c'est qu'il est quand même relativement cérébral. Oui, oui, oui. Alors, c'est très très chouette jeu. On a fait une vidéo dessus, hein. Vous pouvez la retrouver cette vidéo si vous voulez avoir l'explication. Si vous allez sur la fiche, vous aurez toutes les informations nécessaires et même une partie pour vous rendre compte et pour avoir une idée de comment on joue, évidemment. On continue avec le numéro 6. Et alors ça, c'est une grosse bêtise, hein. Enfin, pas une grosse bêtise que ce soit là-dedans, ce top, mais une Ouais. grosse bêtise à jouer. C'est 2 pommes, 3 pains. 2 pommes, 3 pains. Là, c'est un des succès de cet été. Oui. Vraiment. Moi, je suis toujours surpris par ce jeu, signé Tommy Pop et Clément Gustave, publié par Pretext, un éditeur qu'on voit assez rarement dans les boutiques. Ils sortent pas énormément de jeux, mais ils ont déjà quelques succès, notamment ce jeu de tennis qui avait très bien fonctionné avec des pichenettes, dont évidemment Côté le nom match. m'échappe. Oui, 7 et match. Ouais, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. 2 pommes, 3 pains. Observation, rapidité. Blague. C'est c'est vraiment le jeu débile de l'année, on va dire. Il faut compter combien il y a de pommes, combien il y a de pain, et sauf que les pommes de pain, ça vaut une pomme et 2 pains. C'est c'est assez addictif, et puis après, il y a des jeux de mots à tout va, on peut rajouter des petits modules supplémentaires pour rajouter encore des jeux de mots, et on se plante sans arrêt, on ne sait pas compter, et puis ça fait rire Ouais. les gens. Je pense que c'est assez facile à vendre. Enfin, tu me contrediras peut-être parce que je ne vends pas de jeux, moi, en boutique, mais très vite, on peut réussir à savoir si les personnes à qui on le montre, ce jeu-là, peuvent être le public ou pas. En tout cas, elles peuvent Complètement. comprendre, elles, parce que tu montres 2, 3 cartes, et tu peux expliquer le jeu. Je ne sais pas si le dos de boîte est bien fait, parce que ça, c'est un critère aussi important pour les Plutôt boutiques, de bien. pouvoir le retourner et directement, vous pouvez montrer comment ça fonctionne. Ouais, Et alors, à ce niveau-là, le travail éditorial sur le dos de la boîte, je peux vraiment expliquer le jeu juste en montrant le dos. Et ça, ouais, c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Merci ouais. les éditeurs qui font ça. C'est c'est vraiment bien. Ça nous évite d'aller en arrière-boutique, chercher le jeu, l'ouvrir, Oui, puis, montrer le ah bah matos. oui.
Oui, c'est plus compliqué. Bon, moi, je suis moins client de Pomme 3. J'ai trouvé ça super génial. J'ai une idée incroyable, mais je ne suis pas le joueur de ce type de jeu-là, évidemment. Évidemment, non, pas évidemment du tout. C'est juste que je suis complètement nul et j'arrive plus à suivre. Mais c'est vraiment une idée fabuleuse. Donc, félicitations à ceux qui l'ont fait. Numéro 5. Numéro 5, alors celui-là, il est revenu en fait, parce que c'est pas tout récent comme jeu, mine de rien, ben, c'est Cluster. Cluster, effectivement. Alors, on le voit très régulièrement dans le top des boutiques ludiques. C'est c'est un jeu qui a ce principe, en tout cas d'aimants qui s'opposent, qui s'éloignent les uns des autres quand on les rapproche. Et attention, faut surtout pas qu'ils se rapprochent et qu'ils se touchent, sinon c'est perdu. Une sorte de jeu d'adresse, mais avec un phénomène surprenant qui impressionne autour de la table, qu'on a envie de regarder aussi, même quand quelqu'un y joue et qu'on n'y joue pas, on regarde comment ça se Oui, passe. Ça existait déjà, et c'est vrai que cette version-ci, en tout cas, parce que ça restait, moi j'avais un Rattlesnake dans ma collection de jeux qui avait le même principe, ok. avec un plateau, pas un élastique. Dans cette version-là, on a une ficelle qu'on utilise pour faire le plateau d'une certaine manière et qu'on va positionner de manière différente à chaque fois. Ça marche incroyablement bien. Oui, incroyablement bien. Et je pense que le TikTok et puis toutes les stories toutes les petites vidéos qui sont sorties sur TikTok, sur Oui, Instagram ces derniers temps, ont vraiment aidé à rebooster le jeu. Et du coup, ben, juste après qu'il y ait eu de nouveau le succès de Cluster, il y a la version duo qui est arrivée. oui. Et je la trouve plus subtile, avec ces pièces qui sont complètement oblongues, c'est encore plus difficile à manipuler. Donc la version duo, je la trouve plutôt cool. La particularité de ce jeu en France, c'est que c'est un petit distributeur sur lequel j'imagine que les gens, quand ils commandent auprès de ce distributeur, vont aussi se réapprovisionner en cluster et prennent quelques nouveautés de temps en temps, mais ils ne font pas forcément une commande toutes les semaines. Comment ça marche en Suisse sur ce jeu-là? Alors en Suisse, on a un distributeur, donc une étape supplémentaire en fait qui s'approvisionne directement chez le distributeur français. Ouais. Ce qui fait qu'on a une étape supplémentaire, et c'est aussi une raison pour lesquelles les jeux sont plus chers en Suisse. C'est qu'on a majoritairement sur quasiment tous les jeux, euh, un prestataire supplémentaire. Mais du coup, c'est peut-être moins compliqué pour vous de l'acheter, puisque je crois que c'est Abigame, hein, si je ne me trompe pas, le distributeur français. Mhm. On ne passe pas une commande toutes les semaines chez Abigame, peut-être, hein, Non. j'en sais rien. Moi, je suis pas, encore une fois, je suis pas boutique. J'introduis des thèmes et des thématiques, je peux me planter. Et en Suisse, du coup, c'est un distributeur vers lequel vous vous approvisionnez, qui a pas mal de produits, j'imagine. Oui, exactement. Ils ont c'est eux qui distribuent aussi Yellow notamment, Oui, donc c'est assez facile de se réapprovisionner là-dessus. C'est juste que quand il n'y en a plus en Suisse, il n'y en a plus du tout, et souvent c'est le marché français qui est réapprovisionné avant le marché suisse. oui, bah ça, c'est une particularité des différents pays. Est-ce que vous êtes avantagé sur certains éditeurs comme Helvétique, par exemple, qui est directement en Suisse? Est-ce que c'est plus facile pour vous de commander du jeu Helvétique? Alors, je me rends pas compte à quel point c'est compliqué en France de se procurer du jeu helvétique. Je sais que c'est distribué par Wilson Jeux, Oui, et je travaille pas du tout avec Wilson, donc ça, je pourrais vraiment pas dire. A priori, on n'est pas tant avantagé que ça, parce que les dates de sortie sont équivalentes. Ouais, non, sur Helvétique, je pourrais pas le garantir ok. qu'on est avantagé. Il y a quelques éditeurs en Suisse quand même, il y en a quelques-uns qui font Mhm. du très très bon jeu en plus, donc c'est aussi un des pays du jeu de société. On continue, le numéro 4. Alors, du coup, en numéro 4, alors celui-ci, c'est un jeu que j'ai même pas encore reçu en magasin en Suisse, justement. C'est Décal. Décal, ah oui, alors ça c'est Gigamic qui nous propose ce jeu en France, et puis j'imagine en Suisse aussi. C'est signé par Claude Clément, et c'est aussi une alternative d'une certaine manière. En tout cas, c'est un jeu qui a été pensé dans ce ton-là, une alternative à Skyjo. Il faut insister aussi sur le fait qu'il est très très bien placé depuis 2 mois dans le top des boutiques ludiques, mais il y a peut-être aussi une raison. Alors déjà, c'est un jeu qui a trouvé son public, on va insister dessus, mais c'est aussi la fameuse période dans laquelle Gigamic fait une opération vente de l'été sur ses petites boîtes, dont Décal fait partie, opération sur laquelle il a été très mis en avant. Donc forcément, les gens profitent de cette opération pour acheter 2, 3 petites boîtes chez Gigamix, celles qu'ils n'ont pas pris pendant l'année. Et ça permet, en tout cas, ils sont très très forts là-dessus, Gigamix, ça permet de lancer leurs nouveautés. Celui-ci donc a trouvé son public. Et surtout, ben, j'imagine que c'est aussi pour lancer le fait qu'ils aient changé de format, parce qu'avant c'était des boîtes en métal. Et du coup, maintenant, c'est vraiment ce joli boitage avec Oui, la petite languette qu'on peut tirer comme ça. C'est vraiment un très joli travail qu'ils ont fait avec
Moi, ce nouveau j'adore. boitage de cette gamme. J'adore le boitage en fait, parce que on parle d'émotions, on parle de choses accessoires, on parle de jeux de société. Quand je dis accessoires, ça veut dire que c'est pas obligatoire. Le jeu de société, ça veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt. Bien au contraire, c'est des choses accessoires sont parfois les plus précieuses. Ça n'est pas utile, donc c'est indispensable, comme le dirait Saint-Exupéry. J'adore, moi, le boitage de Décal, ce nouveau boitage. Je le préfère largement en boîte en fer. Je pense à ça parce que j'ai lu un article de Bruno Feduti qui râlait sur ces boîtes-là en disant bah ouais, mais moi, il y a mon matériel qui se barre dedans, les tiroirs, ça se glisse. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai sur cette gamme-là. C'est vrai, hein, sur certains jeux à tiroirs, on a eu des cas de figure. Je pense à Oriflamme, notamment, des jeux dans lesquels tu les manipules, les tiroirs tombent, les cartes sont par terre. C'est énervant au possible. Ici, ça tient quand même très très bien sur ces jeux-là. Et j'avoue que le format, les boîtes, je les ai rangées. Moi, j'ai toute la série chez moi. J'ai du plaisir à regarder ce rayon. Je pourrais pas vous en dire plus. J'ai juste du plaisir visuel à avoir des boîtes un peu différentes. Oui, ça sort de l'ordinaire et pour autant, bah, en termes de prix, ça n'a pas pris l'ascenseur. Donc, Oui, 15,30 € là, on voit. Et de toute façon, il y avait un critère à la base, un critère écologique aussi, hein, qui rentre en compte, d'être plus dans le économique sans doute également, mais d'être plus dans l'époque, en proposant des jeux qui n'ont plus les boîtes métal, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique non plus. et si je me trompe pas, maintenant, c'est aussi imprimé en Europe, alors que les boîtes en métal, c'était en Chine. C'est juste, hein? Et ça, je suis pas sûr. Je ne saurais pas dire. Non, je veux pas dire de bêtises là-dessus, mais peut-être. C'est possible. Faudrait que je revérifie sur les boîtes que j'ai à la boutique, ce qui est noté dessus. Mais l'opération des jeux de l'été, il y avait encore des boîtes métal cette année, parce que forcément, il faut un petit peu de temps pour que toutes les boîtes soient changées. Oui. On enchaîne. L'une des questions qu'avait Gigamic, notamment, c'était de savoir si ces boîtes-là allaient être apprivoisées par les boutiques, parce que c'est des boîtes qui se vendent énormément, toutes ces petites boîtes dans lesquelles on retrouve du C'est ce qui prend, du non merci. Ça a été le cas. Les boutiques les ont bien reçues, visiblement. Le Gigamic est plutôt satisfait, donc toute leur gamme passe dans ce format biseau. On enchaîne avec le numéro 3, ça y est, c'est le podium. Attention, roulement de tambour. Et là, donc, ça va être Cracklist. Cracklist, du coup, ben, qui est une revisite du petit bac, en quelque sorte. Un mélange entre le petit bac et le Uno. Il y a un petit côté... et en fait, c'est super. Moi, je trouve ça génial, les Cracklist. Ça fait partie... J'ai beaucoup de plaisir. Tu vois, on est dans des catégories de jeux qui sont immédiatement accessibles parce que les gens connaissent un peu par avance. Alors, des fois, on y joue en se disant, bon, bah, ça, on sent que c'est un produit ultra commercial, c'est fait pour être vendu sur Amazon. Citons les sites qu'on n'aime pas forcément beaucoup, mais c'est fait pour être vendu en grande surface. C'est l'impression qu'on a. Et bah, parfois c'est vrai, mais parfois c'est des vrais bons jeux aussi. Et c'est le cas de Cracklist. Moi, je trouve ça super. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à Cracklist. Ça sort, ça sort Alors, bientôt. c'est une vente, j'ai vu, qui a repris vraiment ces derniers temps. En tout cas, en Suisse, je ne sais pas comment ça a été en France, si c'est vraiment récurrent que ce soit un jeu à succès. Mais pendant très longtemps, il a été un peu oublié en Suisse et puis il reprend gentiment ses ventes depuis le début de cette année, en fait. On a Damien sur le chat qui nous dit moi j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Ah non, il n'y a rien d'extraordinaire, tu as tout à fait raison, Damien. Après, c'est une affaire de goût personnel. Et Damien qui aime les jeux télévisés, moi je retrouve un plaisir de. Le petit bac, en fait, j'aime bien de base. C'est un jeu tellement universel et facile d'accès que quand on trouve un jeu qui le fait fonctionner de manière légère et immédiate, j'y prends du plaisir tout simplement, mais c'est vrai que c'est pas forcément beaucoup plus original qu'un petit bac mélangé à un Uno, c'est vraiment ça. Mais c'est rigolo de chercher des mots, moi j'aime bien. Oui, bah, comme tu dis, chaque personne a ses propres goûts. Oui, Et, euh, et puis, enfin, parfois, il y a des choses, même les plus basiques, qui peuvent nous émerveiller parce que ça crée de l'émotion chez nous, ça crée de l'engouement et c'est ça qui est chouette. et Damien nous dit d'ailleurs pour info, le jeu TTMC est adapté en jeu de TV sur TF1. Exactement, on l'a annoncé hier, ça sera présenté par Arthur. Je sais pas si je vais passer beaucoup de temps à regarder ça parce Ok. que ça sera présenté par Arthur. Mais sinon, c'est une bonne idée. Alors ça, je ne le savais pas, du coup. On enchaîne avec le numéro 2 qui est deuxième. Alors à chaque fois, depuis quelques mois, et on ne les a pas encore vus arriver, la première et la deuxième place se bataillent entre Trio et Skyjo. Et On va donc, découvrir qui est à quelle place. C'est la grande question qu'on se pose parce qu'en vrai, on sait déjà quels sont les deux premiers. Qui est numéro 2? il y a pas, effectivement, sur les deux premiers, comme tu dis, il n'y a pas trop de surprises, mais du coup, en deuxième, il y a Trio. Trio, c'est Trio qui est deuxième pendant cette période estivale. Donc, vous l'avez compris, on va enchaîner directement, on va parler des deux jeux en même temps. C'est le premier, vous savez lequel c'est, hein, ça sera Skyjo, mais on regarde après. Déjà, parlons de Trio.
Trio, c'est l'immense succès de Cocktail Game de Kaya Miyano, puisque c'est le nom de l'auteur, c'est illustré par Laura Michaud. C'est l'As d'or de l'année 2024, et c'est rare qu'un jeu arrive à grimper aussi vite sur cette position, c'est-à-dire la position régulière d'être présent tout en haut du classement. Skyjo, il a fallu quelques mois pour qu'il arrive, pour qu'il s'impose, et peut-être quelques années pour que ça devienne un indispensable, c'est-à-dire un jeu que les gens viennent chercher directement. Trio, ça a été incroyablement vite, on ne sait pas quel sera son avenir, parce que le marché est changeant, mais par contre, très vite, il s'est installé dans les premières places. Oui, exactement. Et c'est vrai que depuis sa sortie, ben, c'est des ventes qui sont quasiment constantes, même sans forcément le proposer aux gens, tellement les gens en entendent parler. Et Skyjo, donc numéro 1, ça fait partie des jeux, j'imagine, qui sont faciles à vendre, d'Alexander Bernhardt, qui a également fait des illustrations dans un style très particulier, très coloré. On va dire coloré, comme tu dis, ouais, Ouais. pour pas dire autre chose, hein. Moi, j'ai une Mais question rituelle sur Skyjo. Est-ce que tu le vends, toi, en conseil, ou est-ce que les gens viennent l'acheter et tu n'as pas besoin de faire grand-chose? je ne le conseille jamais. On Jamais, sent les jamais. goûts perso, là. Bon, je peux plus le voir en peinture, ce truc. Mais c'est pas un mauvais jeu, hein. Moi, je trouve ça, franchement, parce que c'est vrai que dans le milieu, étant donné sa place de numéro 1, il est critiqué, c'est même naturel. Quand on se Oui, sent un peu expert, on a envie de dire non, mais attendez, moi je vais vous montrer un petit truc, les gens le connaissent pas forcément, et là ça va vous éclater. Et je pense même que Trio en a profité de ça, parce que mhm, ça, c'est un peu plus joueur quand même, Trio. Et surtout, on joue avec les joueurs autour de la table, ce qui n'est pas le cas de Skyjo. Dans Skyjo, on est beaucoup plus passif, on joue avec son propre jeu, mais on regarde les autres font leur truc, mais ils font leur truc à côté de nous. Dans exactement. Trio, ouais. Et c'est vrai que Trio, il y a plus, ben, comme tu dis, d'interaction. Et surtout, Skyjo, ben, il y a quasiment pas de contrôle sur ce qu'on fait, c'est beaucoup Non. d'aléatoires et ça peut être assez frustrant au bout d'un moment. Skyjo, j'y ai énormément joué, donc j'ai été même accro à Skyjo à un moment parce que je trouvais vraiment fun et facile à expliquer à tout le monde. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben, quand il est Oui. top des ventes tous les mois, qu'on le demande tous les jours, au bout d'un moment, ça sort un peu par tous les trous, quoi. Donc, je ne peux plus le voir en peinture, ce jeu. En pâture, bah surtout que la pâture sera pas très belle, puisque, bon, pardon, hein, de faire un jugement sur le graphisme, j'en parlais avec Philippe Mouret, là, justement, quand il était passé au chalet, donc l'un des fondateurs d'Asmodée, et qui me disait, lui, que pour lui, c'était parfait Skyjo. Mais parfait en termes de commerce, hein, forcément. Mhm. C'est-à-dire que pour lui, qui est un expert du jeu de société s'il en est, le graphisme a contribué au succès du jeu. Il y a quelque chose qui fonctionne auprès du grand public, dans l'identification peut-être également. Cet avis, il est intéressant à connaître aussi pour des gens qui s'y connaissent particulièrement. Alors pour moi, c'est pas parfait, mais forcément, on est un public un peu particulier aussi. Exactement. Je trouve tellement. Moi, c'est l'aspect graphique déjà qui m'attire pas. J'ai envie d'avoir quelque chose où je connais l'illustrateur, où je sais qu'il y a une recherche particulière, mais on n'est pas tout le monde. Et Non. probablement qu'il y a un intérêt à avoir un graphiste de ce type-là. J'espère que ça ne fera pas école. En fait, je pense que le graphisme de ce jeu est plutôt rassurant. On va être sur quelque chose d'assez classique en termes de jeu de cartes. On va penser au Uno, même si le Uno est un tout petit peu plus joli, mais ou le Skip-Bo. On va être sur des jeux de cartes que les gens connaissent, donc le visuel reste attractif pour ces personnes-là. Et on sait que c'est un jeu intergénérationnel rien que par son visuel. Et Trio, tu le conseilles un peu plus en boutique? Non. Non plus. C'est C'est pas plus ton au type niveau de jeu. personnel, là. Et là, on est sur du jeu de mémoire, hein. Le jeu de mémoire, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Evernath nous dit depuis qu'il y a des cas, je n'arrive plus à jouer à Skyjo. Évidemment, heureusement on est auprès d'un public un peu spécialiste, hein, déjà, donc forcément vous avez aussi envie de nouveautés, c'est normal. Moi, desquels j'ai une limite, hein, quand même. Je le dis, je me permets de le dire, c'est que si je sais que je vais être dernier joueur au dernier tour, je pars pas gagnant quand même, hein. C'est un truc, mais peut-être que je suis beaucoup trop joueur pour ce type de jeu de manière générale. Voilà, pour le top 10 des jeux les plus vendus, toutes catégories confondues. On va passer maintenant à un autre type de jeu, puisqu'on va passer sur les boîtes à plus de 30 euros. Et si vous avez été finement observateur, vous savez déjà qui est le premier. Mais quand même, laissons un peu de suspense sur cette catégorie-là. Quel est le troisième jeu le plus vendu dans cette catégorie des jeux à plus de 30 euros? Donc un tout petit peu moins accessible, parce que ça demande un peu plus de budget. Nous avons le Quirkle en troisième. Tu passes directement du troisième, hein.
Ouais, troisième, on fait pas toute la liste là sur celui-ci. Quirkle. Alors Quirkle, c'est un vieux jeu entre guillemets, parce que je crois, alors ça c'est de mémoire, hein, je pense qu'il date de 2010, on va vérifier ça immédiatement. Ah, encore cette notification insupportable. Mais ça veut dire que quelqu'un nous suit en fait. C'est juste une notification pour dire que Jaya98 nous suit. Merci beaucoup de nous suivre, c'est très gentil. On regarde donc le Quirkle pour vérifier la date, c'est 2010. Ah, de mémoire. J'étais peut-être dans le jury de l'As d'Or à l'époque, donc ça m'aide aussi à me souvenir des choses. C'est un jeu de Suzanne McKinley-Ross, un jeu abstrait qui vous pousse à faire des alignements de formes et de couleurs identiques ou de couleurs identiques. C'est un grand classique de chez Yellow, distribué par Yellow en France. Et j'ai peut-être honte de le dire, mais j'y ai jamais joué. C'est vrai? Ouais. Bah, ça fait partie des jeux évidents qui s'est tout de suite installé et donc il continue à très bien se vendre parce que pour être troisième, là, je ne sais pas s'il y a un événement particulier qui l'amène à se retrouver à ce positionnement-là. Je sais pas du tout. Bon voilà, les gens le recherchent en tout cas, ils le connaissent et c'est vrai qu'il y a peu d'équivalents dans cette catégorie. C'est la catégorie dans laquelle on peut mettre éventuellement du Blocus, mais c'est pas non plus un jeu très récent, Blocus. Je cherche s'il y en a d'autres qui correspondent particulièrement. Quelques-uns, des Triomino, ce type de jeu-là, quoi. Le numéro 2. En numéro 2, du coup, nous avons SkyTeam. SkyTeam, donc ça c'est le Spiel des Jahres, donc forcément il connaît un recrue d'actualité, mais de toute façon il était déjà très très bien classé avant. Le jeu qui est signé par Luc Raymond, qui est publié par le Scorpion Masqué et qui vous invite à faire atterrir des avions dans différents aéroports. Exactement. Est-ce que c'est plus ton type de jeu celui-ci par rapport à un Trio ou à un Skyjo? Complètement. Est-ce que tu m'as dit que tu aimais bien les jeux coopératifs notamment? Oui, ouais, j'aime bien les jeux coopératifs. Et alors j'aime bien beaucoup de styles de jeux différents, mais c'est vrai que les jeux coopératifs offrent une expérience encore différente de la compétition. Oui, et puis ça a été une grande tendance ces dernières années aussi, l'arrivée du jeu coopératif. Je me souviens de cette fameuse année dans l'As d'Or où quasiment tous les jeux étaient coopératifs. Quand on est un peu moins coop, comme c'est mon cas, moi, cette année-là, je me suis dit, ah, mais c'est bien les coopératifs, j'ai bien compris qu'il y avait plein de choses très chouettes. Ben bon, et c'est vrai qu'il y en a toujours beaucoup qui trouvent leur public, c'est le cas de SkyTeam. Spiel des Jahres cette année, donc gros succès évident. On enchaîne avec le numéro 1 dans cette catégorie. Est-ce que vous avez été observateur? Est-ce que vous le savez sur le chat, le jeu qui rentre en première place? Non, on l'a déjà annoncé dans l'autre classement, et je l'ai même dit, je l'ai souligné. Oui, je pense qu'on l'a assez souligné, donc effectivement, c'est sans surprise Harmonise. Harmonie, exactement. Le jeu qui est publié par Johan Venuto, c'est l'auteur, et publié par Libellule, Maeva da Silva aux illustrations. Un jeu dans lequel vous allez composer votre petit paysage en essayant de marquer des points de victoire en fonction de cartes objectifs que vous avez récupérées, en alignant, alors ça c'est aussi le plaisir du matériel, en alignant, en posant, en tout cas en disposant des petites rondelles en bois. On touche du bois, j'aime bien ça moi. J'aime vraiment bien le matériel de ce type-là en tout cas. Énorme plaisir tactile en plus du plaisir ludique. Parce que non seulement c'est tactile, mais en plus de ça, le fait de voir son paysage évoluer et vraiment grandir physiquement en 3 dimensions, ouais, il y a un plaisir global à jouer à ce jeu, sensoriel, à tous les niveaux, quoi. Donc, très, 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 très chouette en tout cas. Les spécialistes diraient une belle présence sur la table. Exactement. Alors, on a une autre catégorie, c'est la catégorie des jeux à plus de 50 euros. Là, ça y est, on repasse dans le domaine un peu expert. On a évacué tous les jeux qui sont à moins de 50 euros dont on a parlé jusqu'à présent pour voir les jeux plus experts qui sont naturellement moins vendus dans les boutiques ludiques parce qu'on s'adresse à un public souvent déjà renseigné, mais que vous renseignez également. Est-ce que tu as du temps pour préparer sur les... Ça doit être un série cassette parce que nous, on a du mal aussi hein, en tant que journaliste de pouvoir s'installer sur la table, de jouer aux jeux les plus experts pour se créer des avis et pouvoir les partager. Vu là, le nombre de sorties de jeux qu'il y a et vu le peu de temps qu'on a, effectivement, c'est vraiment chaud patate. Pourtant, c'est là où, en général, on prend le plus de plaisir. Bah oui. Donc, il y a une forme de frustration Ouais. à gérer quand on aime les gros jeux et puis qu'il y a trop de jeux qui sortent. Tu m'as dit que tu allais à Vichy. Est-ce que tu vas à Essen? Malheureusement pas. Ouais, parce que en termes de temps.
Ouais. C'est aussi un festival qui en demande tellement, ne serait-ce que pour y aller, pour faire la route. Et beaucoup d'enchaînements de festivals. Alors, quel est le numéro 3? Alors, en numéro 3, on a Wingspan. Wingspan. Alors, c'est pas la nouveauté, Wingspan, hein, Non. mais c'est un classique qui s'est installé, le jeu d'Elisabeth Hargrave, qui est dans la catégorie expert, mais qui n'est pas si expert que ça. En fait, il est dans la catégorie de prix Mhm. qui correspond au jeu expert parce qu'on a une boîte un peu luxe à l'intérieur avec des petits œufs notamment très agréables à manipuler et pas mal de cartes oiseaux assez magnifiquement illustrées. C'est un jeu qui est assez accessible dans la règle et même assez confortable pour des joueurs qui n'ont pas envie non plus de se creuser trop la cervelle, puisque finalement il n'y a que quelques cartes à lire et pas toutes en même temps, en fonction Mhm. de leur arrivage, pour savoir si elles correspondent à la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Exactement. Et c'est là de nouveau, bon, on peut reparler du sensoriel. Je pense que le travail éditorial fait que on a un plaisir aussi sensoriel à jouer à ce jeu parce qu'il y a plein de textures différentes. Donc, joli travail éditorial. Bon, c'est du Stonemaier, donc Oui. Oui, c'est un éditeur qui aime bien ne proposer que des boîtes de luxe. Toutes les oui, boîtes qui sortent sont complètement luxueuses. exact. C'est Matago en version française. Le jeu suivant, numéro 2. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Je ne pense pas, puisqu'il vient tout juste de sortir et puis que déjà le tout premier s'est vendu comme des petits pains. C'est donc Dune Imperium Insurrection. Damien qui nous dit que ça devient très sensuel le jeu de société, je suis assez d'accord, hein, on a envie de manipuler, toucher, tripatouiller. Dune Insurrection, on y a joué cet été, moi j'y joué quelques fois, je ne fais pas tellement jouer au premier Dune finalement, et celui-ci ramène quelques petites règles supplémentaires assez bien vues, des Mhm. petits éléments supplémentaires, mais qu'il faut savoir bien appréhender, avec ces fameux vers de sable qui arrivent sur le plateau, j'ai trouvé ça très chouette. Alors, je l'ai malheureusement pas encore pu le tester. J'avais testé le tout premier qui m'avait, j'avoue, moyennement convaincu. Ouais. Trop d'aléatoires sur les cartes intrigues notamment qui m'avaient beaucoup frustré. Ah oui. Et apparemment, et là ça a été pas mal corrigé, et en plus de ça, il y a beaucoup plus de possibilités de piocher les cartes depuis son deck. Ce qui m'avait aussi beaucoup manqué sur le précédent, et c'est pour ça que j'avais préféré son concurrent, entre guillemets, Narak. Ah oui, bah, au niveau aléatoire, quand même, Narak, c'est fort, hein, j'adore Narak, hein, moi, mais des fois, il y a quelques parties de Narak sur lesquelles je suis un peu frustré, où je me dis, bon, bah celle-là, je pouvais pas la gagner, hein, visiblement, à chaque fois que je retournais une tuile, c'était pas la bonne. On en parle moins aujourd'hui de Narak, mais c'est un jeu que moi, j'affectionne tout particulièrement. Idem. En fait, c'est au niveau du contrôle du deck. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup plus de manières de piocher. On connaît son deck quasiment par cœur. Et ça m'avait beaucoup plus frustré sur Dune Imperium. Alors aussi, il y a le rapport au hasard. Je pense que c'est de ça Mhm. sur lequel il faut insister. C'est que dans Dune Imperium, on a l'impression que ce jeu vous amène vers de la maîtrise. Donc tout le hasard peut être vécu difficilement. Dans Narak, c'est écrit au début qu'il y a des tuiles qui sont posées sur la table. Vous allez partir en exploration dans la jungle et vous ne savez pas ce que vous allez rencontrer. Dès le début, il faut l'accepter, ce hasard. Et du coup, c'est vrai que je te rejoins là-dessus. J'ai moins de mal quand il arrive. Je sais que c'est comme ça, c'est tout. Ça fait partie du jeu. Et Exact. le numéro 1. Alors, en numéro un, c'est Wyrmspan, également une nouveauté de cette année, qui est une revisite du coup de Wingspan. Alors là, si on aime du Wingspan, on est servi ce mois-ci parce que cette fois-ci, on est en version dragon. C'est Connie Vogelman, l'auteur en partenariat avec, je dis l'auteur ou l'autrice parce que je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, j'en sais rien. Connie, Connie, je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te ouais, dire. je ne sais pas en tout cas en association avec Elisabeth Hargrave qui est l'auteur de Mhm. Wingspan, l'autrice cette fois-ci. C'est publié par Matago également et c'est assez proche moi je trouve du premier jeu. Il y a de subtiles différences, hein, c'est un certain renouvellement mais ça reste quand même quelque chose de sensiblement proche. Tu es amateur toi de Wingspan? Alors, j'ai beaucoup aimé Wingspan, même si c'est pas le jeu que je sors le plus souvent, mais je trouve qu'il est très agréable à jouer. Et du coup, je me réjouissais de tester Wyrmspan, et bah, j'ai pas été déçu. Ouais. Alors, on retrouve la frustration d'avoir trop de cartes au final, parce qu'un peu aussi à la Everdell, on va piocher, on va essayer de trouver les cartes qu'il nous faut, puis si on tombe pas dessus, on tombe pas dessus. Par contre, ce que j'ai aimé dans Wyrmspan par rapport à Wingspan, c'est que le côté gestion de ressources est beaucoup plus minutieux et les combos sont beaucoup plus satisfaisants. Ouais.
On a, merci à vous, hein, qui nous disent Connie Vogelman, c'est une autrice aussi. Vous savez que je compte sur vous. À chaque fois quand j'ai un doute sur le nom des jeux, j'ai besoin d'avoir vos avis derrière, votre expertise. Le matin, c'est dur, hein, le cerveau marche pas très très bien. Alors là, je ne savais juste pas. Sans doute que Connie est un nom uniquement féminin, mais j'avais pas, je n'avais pas. On pouvait pas le garantir, on pouvait pas le Ouais. certifier. Donc voilà, ça renouvelle. Évidemment, on y a joué aussi, nous, au chalet. C'est pas mon jeu préféré, moi, en termes de jeu expert. Je serais plus sur Dune Imperium dans cette sélection-là. On a une autre actualité à citer. Alors juste avant quand même, on a dit que tu étais amateur de jeux coopératifs notamment parce que tu m'as écrit dans le mail que tu nous as envoyé que tu étais... toi, dans les coups de cœur que tu avais de tous les temps, il y a Aeon's End. Oui, exactement. C'est mon chouchou, c'est mon bébé. C'est vraiment un jeu que j'ai énormément de plaisir à ressortir constamment, à conseiller en boutique. Et puis les parties sont toujours dantesques. J'adore le jouer en solo, j'adore le jouer à deux. Et c'est c'est indétrônable. Toutes les parties sont différentes. Oui. C'est le petit conseil du matin, hein, Aeon's End. Alors, c'est un jeu qui existe depuis un certain temps maintenant, hein. Ça fait pas mal d'années qu'il est disponible en boutique. Dans plein de versions différentes, vous allez pouvoir récupérer plein de choses. C'est un classique du jeu coopératif. On n'a pas précisé le type de jeu dont il s'agit, indépendamment du fait qu'on y joue tous ensemble. C'est un deck building coopératif dans lequel vous allez jouer contre des adversaires des adversaires virtuels qu'il va falloir affronter. C'est très clivant, effectivement. Il y a des gens qui sont très fans, comme nous le dit Bugs sur le chat, mais autour de lui, peu de monde l'aime. Moi, je suis moins fan à titre personnel parce qu'il y a cet aspect coopératif sur lequel je suis moins sensible. Et puis, donc, tu fais partie des amateurs. Je crois qu'il a une actu en ce moment. Je vais regarder un petit peu sur notre site parce que je n'avais pas préparé de fiches sur ce jeu-là en particulier. Hop, Alors, on a deux petites actus autour de ce jeu et il y en a régulièrement. Il y a régulièrement des petites nouveautés qui arrivent. On aura le Aeon's End Outcast qui va sortir donc le 18 octobre. Vous voyez, d'ailleurs, je me suis trompé, il y a un cadre blanc assez disgracieux autour de ma boîte. Il va falloir que j'enlève ça, que j'édite cette fiche. Donc ça, c'est une première petite extension qui arrive 18 octobre. Et j'en ai vu une deuxième qui va arriver également. Outcast, c'est même plus qu'une petite extension. C'est vraiment déjà c'est une grosse boîte. Ouais. Et hop, le deuxième, c'est Rêve brisé. Hop, voilà, hop, on arrive à l'ouvrir. Là, par contre, c'est plus petit, 21 €. Je vois pour la version le prix français. Donc, extension pour le jeu de deck building coopératif. Exactement. Voilà. Deux petites boîtes qui se rajoutent. Et il y a régulièrement de l'actualité. Donc, tu auras l'occasion de ressortir ton Aeon's End. Et tu m'as fait une liste également de coups de cœur de l'équipe. Oui, exactement. Donc ça, c'est par rapport aux 6 premiers mois de l'année, en fait, ce coup de cœur. Ah, c'est vos meilleures ventes même. Non, alors les coups de cœur et les meilleures ventes. On va regarder les deux. Hein. Donc, les coups de cœur de l'équipe pour 2024, c'est les jeux que vous avez préférés cette année. Je te laisse nous les dévoiler. Du coup, on a adoré Odin. Odin, tout petit jeu. Alors, chez Helvétique. Exactement, chez Helvétique. Chez Helvétique, je trouve qu'ils ont repris un peu du poil de la bête dans cette gamme parce qu'ils avaient eu un peu un coup de mou ces dernières années. Et Odin a été vraiment très apprécié. C'est un jeu que je vends extrêmement bien. C'est un jeu que je joue très volontiers, qu'on explique très facilement. C'est addictif. Ça se joue jusqu'à 6, donc on peut avoir des assez grands groupes quand même autour de la table. Petit jeu de défausse qui ressemble un petit peu à Scout dans certaines mécaniques, mais en le simplifiant. Ouais. Un Scout de chez Oink Games. Oui, c'est ça, Oink Games. C'était l'éditeur japonais que l'on a en France grâce à Pixie Games. Effectivement, Odin, c'est un de nos grands classiques de cet été. On y a beaucoup joué également. Ensuite, on a Blot. Donc ça, c'est Paladis Game, c'est un jeu de pli. Exactement, un jeu de pli dans lequel on ne va pas jouer un seul pli à la fois, mais on va en jouer 4. Et le but va être donc de faire des offrandes à certaines divinités pour que ces divinités nous donnent des points, ou parfois même nous fassent perdre des points. On va déjà gagner 3 points par pli gagné, et dès qu'on a fait 2 plis sur une offrande, l'offrande étant une couleur, on va attribuer cette couleur à une divinité, et à la fin de la manche,
Cette divinité nous attribuera des points positifs ou négatifs par rapport au nombre de cartes de la couleur qu'on lui a attribuée, que l'on a collectionné dans nos plis. Et c'est vraiment ces petites subtilités que j'ai trouvé qu'on a Ouais. vraiment trouvé chouette dans l'équipe. Le fait de jouer sur 4 plis, le côté un peu chaotique quand même, on ne sait pas trop où on va aller, un peu jusqu'à la dernière minute, c'était vraiment hyper plaisant. Blot. Et puis un dernier pour la route, beaucoup plus gros celui-ci. Ouais, dernier petit, ouais, ouais. C'est évacuation. Oui. Évacuation, donc Vladimir Sushi est traduit en français par Intrafin. Je me demande si on dit pas Vladimir Souki, en fait, parce que comme il est d'Europe de l'Est, Je ne pourrais pas le garantir. je sais pas. Je sais Je pas. sais pas non plus. Sûrement les gens nous corrigent hein, là-dessus. Peut-être que le chat pourrait nous aider aussi là-dessus. Donc, jeu compétitif dans lequel on va donc devoir décoloniser une planète parce que les radiations du Soleil deviennent beaucoup trop fortes. Et donc, il faudra décoloniser une planète pour recoloniser une nouvelle planète qui est habitable. Ce que je trouve vraiment chouette dans ce jeu, c'est qu'on commence en fait avec une économie qui est fonctionnelle. Il faudra donc la déconstruire pour pouvoir reconstruire ailleurs. Et on peut complètement se planter, puisque si on ne déconstruit pas le bon truc au bon moment pour le Oui. reconstruire au bon moment, eh ben, ça peut vraiment nous ralentir. Le décompte de fin de partie aussi est assez particulier, puisque la fin de partie ne veut pas forcément dire qu'on gagne la partie. On peut même faire perdre tout le monde en déclenchant la fin de partie, nous y compris. Il faut vraiment savoir quand on la déclenche. Et ce côté timing, j'aime beaucoup dans les jeux de société, quand les fins de partie ne sont pas aussi évidentes que ça. Oui, bah, là on est vraiment sur du jeu un peu plus expert hein, pour celui-ci. Et bah, c'est là-dessus qu'on a besoin de vos avis parce que clairement, c'est des jeux à côté desquels on peut passer de temps en temps, avoir un avis de joueurs tout simplement, que ce soit un vendeur ou pas d'ailleurs. Mais bon, ça joue aussi comme vous baignez dans le jeu de société, vous avez un peu plus l'occasion que d'autres d'en voir passer pas mal. Tu m'as mis aussi les meilleures ventes de la boutique, donc des hauts plateaux, pour 2024. Et là, forcément, on est sur du petit jeu, mais c'est pas les mêmes que ceux des boutiques ludiques. Nécessairement, chaque boutique a ses spécialités. Les jeux que vous vendez, vous mettez un peu plus en avant. Si tu peux nous les donner tous les trois, si tu Oui. les as en tête. Du coup, en troisième, c'est Odin. Alors Ouais. là, vu que c'est le coup de cœur, c'est bon, on l'a mis Bah oui, quasiment forcément. chez tout le monde. Et non, c'est vraiment cool de le voir dans ce top des ventes de ce début d'année. C'est un vrai plaisir. Ensuite, on le retrouve aussi dans le top des ventes boutique ludique, c'est Deux pommes, trois pains. Oui. Le jeu Blague, qui marche très bien en Suisse aussi. On se Oui. demandait, tu vois, si c'était pas un jeu qui ne pourrait pas dépasser les frontières françaises. Non, il y a d'autres pays francophones qui peuvent également le mettre en avant. Je pense qu'il marche sans doute très bien en Belgique également. Oui, ouais, ouais, je pense que c'est un jeu qui fonctionne vraiment très très bien partout. Donc voilà. Et dans top des ventes depuis très longtemps chez nous, Skull King. Skull King qui devient indémodable. Ouais. Voilà, mais il est même devant du Sky Joe, Ouais, on le voit de temps en temps dans le classement aussi. Hein. C'est un jeu qui marche incroyablement bien chez Grand Space Deck, je crois, pour la version américaine, et c'est distribué par BlackRock pour la version française. À noter qu'il y a aussi une version D, et ça c'est la petite originalité du jeu, qui n'est pas distribué par le même éditeur du tout, qui n'est même pas signé par le même auteur, mais qui est disponible également. Et bien sûr, le nom m'échappe, la version D, mais que j'aime beaucoup aussi, moi. Je sais pas si tu l'as en tête. J'avoue que je connaissais pas la version D. Mais il y a aussi une petite nouveauté, mais cette fois chez Schmidt, puisqu'il y a Skull Queen qui devrait arriver. Oui, Donc je sais pas ce que ça va donner. moi j'aime beaucoup la version D parce que tu sais ce qu'il peut y avoir sur les dés, mais c'est Mino Dice, merci Ah, beaucoup. Mino Dice. Ah Mino oui, non, Dice chez ok, Yellow. ok, ok. Oui. Alors oui, Mino Dice, j'aime beaucoup. Eh ben c'est le même jeu. Oui. C'est quasiment le même jeu, sauf que tu connais pas tes cartes en fait. Tu vois tes dés, tu sais que tu as une probabilité d'avoir la face qui va faire perdre les adversaires, mais parfois tu veux pas la choper du tout parce que tu n'as pas annoncé le nombre de plis qui prenait en compte ce dé-là, cette face-là. C'est très Exactement. marrant parce que le moment où tu lances les dés change tout. Ouais, moi je préfère la version D, je te le dis. Oui, oui, oui. Et surtout, ce qui est fort, c'est que même le dé le plus nul peut vraiment battre d'autres dés, Ouais, et les dés les plus forts peuvent rien faire. Ça, c'est ça, assez drôle. ça crée de l'ambiance.
On maîtrise peut-être un peu moins, mais ça crée de l'ambiance. Alors, dernière particularité dans cette émission-ci, on est passionné, donc on parle beaucoup. L'heure tourne. On a déjà dépassé l'heure habituelle, mais il faut qu'on vous parle quand même de la remise du prix du groupement des boutiques ludiques. Ça aura lieu à Vichy. Les boutiques ludiques récompensent les auteurs, les éditeurs dans 3 catégories, les illustrateurs aussi dans 3 catégories différentes, et qui correspondent d'ailleurs à ce que je viens de vous dire. On a le travail autorial, le travail d'illustration et le travail d'édition. On regarde ça tout de suite. Donc voilà, les 3 catégories, vous allez pouvoir retrouver les informations. On va aller directement sur le site des boutiques ludiques, ce sera plus simple pour regarder les jeux qui sont nominés. Là, on vous donne juste les nominés, et puis la remise des prix aura lieu ce week-end à Vichy. Exactement. Exactement. Alors, je regarde où c'est, parce que j'ai déjà ouvert mes pages. Donc on découvre ensemble le travail auctorial. Alors, on pourra en parler justement. Les jeux qui sont mis en avant pour la qualité de leurs auteurs, tout le travail qu'ils ont fait derrière. On a Kaori, un jeu de Charlec qui est illustré par Jérémy Fleury. C'est Débac le jeu qui le propose, et c'est vrai qu'il y a une démarche assez particulière dans la thématique de jeu qui est associée aux mécaniques. Une grosse boîte déjà, celle-ci, Kaori. C'est Ludistri, c'est Débac le jeu, oui c'est ça. Débac le jeu et Ludistri, c'est c'est un peu la même boîte. Exactement. Et du coup, en fait, c'est vraiment agréable à jouer parce qu'il y avait ce côté asymétrique, mais relativement familial. Normalement, quand il y a des jeux asymétriques, ben, c'est assez difficile à expliquer, assez difficile à prendre en main. Et là, ben, ça fonctionne plutôt bien. Tout est très bien récapitulé sur des petites pages, sur des petites feuilles annexes. Le jeu est vraiment fluide. La mécanique de base est relativement simple. Et ben, j'aime aussi beaucoup le fait que ça reprenne quelque chose de réel, c'est-à-dire la colonisation de la Nouvelle-Zélande par les Anglais et puis la Oui, manière dont ça a changé l'écosystème. je pense que c'est aussi de ça que vient cette nomination. C'est par rapport à cette gestion du thème Mhm. associé aux mécaniques. Ensuite, on a Far Away, le jeu de Johan Goupy et Corentin Lebras, illustré par Maxime Morin et édité par Ketchup. Far Away, c'est... Alors à chaque fois, on a des petites vidéos sur le site, mais des vidéos des boutiques. C'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on retrouve nos vendeurs de boutiques qui sont présents là, nos ludicaires, qui nous parlent des jeux qu'ils ont sélectionnés, puisque c'est aussi un prix qui met en avant les boutiques ludiques de manière générale. Exact. Bon, Faraway, je pense qu'on n'a pas besoin de le représenter parce que on en a un petit peu déjà parlé dans le monde ludique, hein. Voilà, puis c'est les copains en plus, hein. Donc c'est pas du tout un critère pour remettre un prix, mais ça fait plaisir de voir des copains qui sont sélectionnés dans une catégorie. Le dernier, c'est 1, 2, 3, faufile-toi. On est vraiment sur 3 types de jeux qui sont différents, un jeu de plateau, un jeu de cartes, et 1, 2, 3, faufile-toi. Un jeu enfant avec une dimension qui est toujours agréable avec les enfants de jeu de rôle d'une certaine manière, parce qu'on va jouer avec... il faut être acteur sur ce jeu, Oui. qui est signé par Anthony Perron, ce qui est tout seul, et Fabrice Chazal, édité par Ravensburger. Ça, c'est pour la première catégorie, le travail octorial. Deuxième catégorie, on enchaîne directement. Je ne sais pas si tu le vends à 2-3 faux de toi. Maintenant, oui, Ravensburger a toujours été un peu plus complexe à avoir en Suisse. C'est des prix faramineux et ça fait très peu de temps que Ravensburger accepte de vendre à des petites Oui. boutiques. Donc enfin, j'ai pu avoir 1, 2, 3 faux toi et je pense que c'est aussi grâce à l'Orcana qu'on a pu avoir enfin du Ah bah Ravensburger oui. en boutique. Oui. Ensuite, on a le travail d'illustration. Toujours chouette de mettre en avant nos illustrateurs. On essaie de le faire le plus possible. Forcément, il y a du bon Bix. Si on parle d'illustration, il y aura toujours un petit peu de bon Bix pas trop loin de nous, puisque c'est un éditeur qui fait très attention à ses illustrateurs. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Knarr, un jeu de Thomas Dupont, mais qui est illustré par Antoine Carillon. C'est lui qui est mis à l'honneur. Vous avez un petit texte qui résume un peu qui est Antoine Carillon. Et vous voyez les images, il fait partie de ceux qui sont sélectionnés. Exact. Et ça aussi, hein, ça a été un gros coup de cœur dans notre équipe en Oui, fin d'année passée. Knarr, je trouve que ça reste un jeu qui est très agréable en termes de stratégie à jouer pour des gens qui ont l'habitude des jeux un peu plus costauds. oui. Et en même temps, c'est relativement facile à expliquer et c'est un très très bon jeu d'entre-deux en fait. Et les visuels nous immergent dans une ambiance très nordique, un peu froide, avec des belles couleurs. Donc, très, très content de le voir dans cette sélection.
Harmony, forcément, on s'attendait à voir Harmony dans cette catégorie-là, puisque ce jeu est illustré par Maeva da Silva, qui travaille chez Libellud, qui est directrice éditoriale là-dessus, sur ce plan-là, mais qui, là, s'occupe carrément des illustrations. C'est une vraie réussite. Le jeu de Johan Benvenuto, il est dans cette catégorie d'illustration, mais ça permet de saluer le jeu dans son ensemble aussi. Ça me paraît logique. C'est l'un de ceux sur lesquels, vraiment, l'aspect visuel est essentiel. Oui, oui, oui. Et ça a été un travail monumental de la part de Maeva da Silva pour réussir à créer une ambiance aussi forte dans ce jeu. Il y a une sorte de cocon qui se crée quand on y joue, c'est hyper agréable. Et le dernier est là, et l'éclat de la montagne. On n'a pas tant parlé pour les illustrations que ça, mais il faut reconnaître qu'elles sont très réussies. Le jeu attire l'œil parce que il nous emmène dans un style graphique auquel on n'est pas habitué, et pour un type de jeu qui ne correspond pas nécessairement. Quand on regarde de loin comme ça, on va se dire « Oh, c'est peut-être un jeu pour enfants ». C'est pas du tout le cas. C'est Roxy Day qui fait les illustrations. L'auteur du jeu, bien sûr, c'est Jeffrey CCH. Je sais pas comment on prononce CCH. Là, effectivement, ce sont des visuels qui sortent complètement de l'ordinaire. On a une ambiance qui se crée autour de Ayla, on est immergé dans cet univers très enfantin en fait au niveau des visuels. Et Oui. effectivement, on a une histoire qui va se dérouler au fur et à mesure, qui va s'assombrir, qui va devenir de plus en plus glauque. Et c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié aussi. Je suis très content qu'il ait été sélectionné dans cette catégorie. C'est peut-être la bonne catégorie, effectivement, puisque vraiment, le style graphique contribue à la fois à l'intérêt qu'on a quand on se déplace en boutique et qu'on voit le jeu de loin, mais aussi à l'ambiance qu'il y a autour de la table. Oui. Dernière catégorie, c'est celle du travail éditorial. Donc c'est plus classique d'une certaine manière, parce que la plupart des prix récompensent les jeux de manière générale, et éditorial, c'est un peu plus général, on va dire, même si là, par rapport aux deux autres catégories, forcément, on s'attarde un peu plus sur le côté, sur le travail qu'ont fait les éditeurs du jeu directement. Perspective est le premier jeu sélectionné, un jeu édité par Space Cowboy, Dave Neal et Matthew Dunstan. Perspective, c'est un jeu qui a de l'actu, parce qu'il va y avoir une deuxième boîte qui va arriver de ce jeu, très différente de la première. Et on se réjouit parce que la proposition était incroyable sur cette première boîte. Donc on espère que la deuxième sera du même calibre. C'est une expérience que j'ai trouvée très très forte en termes de communication entre les gens. Et cette idée de n'avoir que du visuel pour mener une enquête, je trouve ça fou. Ouais, c'est chouette. Le jeu suivant, c'est Nekojima. Là aussi, on est sur un jeu. Alors, c'est un premier jeu pour l'éditeur, donc c'est une chouette récompense que d'être déjà sélectionné dans cette catégorie-là. Un jeu qui présente plusieurs modes de jeu, si je me souviens bien, d'empilement de dextérité. On est sur l'île des chats, on va poser des poteaux avec des fils sur lesquels nos chats peuvent s'accrocher. Et je crois qu'il y a un mode coopératif, si je ne me trompe pas. Exactement, mode solo, mode coopératif et du compétitif avec, dans la boîte de base, 2 modules supplémentaires pour complexifier un petit peu le jeu. C'est Unfriendly Games, on va les citer quand même, puisque c'est eux qui sont sélectionnés dans cette catégorie. Et enfin... Et si je me trompe pas, c'est en fait leur deuxième jeu. Deuxième, d'accord. Ouais, et le premier jeu, alors c'était un jeu distribué par Paille Édition. Oui. C'était Virus Wars, si je me trompe. Ah oui, je vois de ce dont il s'agit, effectivement. Belle progression entre les deux. Heredity, c'est le dernier jeu qui est sélectionné dans cette catégorie, et je valide complètement ce choix. Excellent jeu en termes éditorial, surtout. C'est un travail de dingue que nous ont fait les éditeurs de Darucat. Ça a été un très long développement pour faire du jeu de Jérôme Kans et Laurent Cobel le succès qu'il a connu depuis le début de l'année. Là aussi, il y aura des suites sur ce jeu. On a commencé à en parler. J'ai hâte d'en découvrir davantage, puisque l'éditeur va repasser au chalet. On a fixé les dates pour pouvoir voir ce qui va se passer derrière. C'est vrai que c'est un jeu qui a apporté beaucoup de satisfaction pour les joueurs de ce type de jeu également. Et c'est assez rare qu'on ait un jeu dans cette catégorie-là qui nous plaise autant. Exactement. Et alors ça, je me réjouis de faire plus de parties parce que j'ai pu à peine l'effleurer. Ouais. J'ai pas eu toutes les sensations. Ah, puis il est extraordinaire sur la longueur, en fait. Donc, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Des fois, tu as la première partie, celle qui a permis de vendre le jeu, qui est extraordinaire, puis derrière, c'est fini. Et là, c'est pas le cas.
C'est un petit bijou, Heredity. Allez, moi, ça serait mon choix dans cette catégorie. Je regarde un peu. Perspective, c'est très bien aussi, mais bon, tu vois. Et puis, Nekojima, c'est très bien, évidemment, mais c'est moins mon type de jeu. Donc, clairement, moi, je n'hésite pas à le dire. Hein, j'ai de l'affection aussi pour les gens quand je les connais. Je connais un peu moins l'équipe spécifique de Perspective. Donc, par pur copinage, j'ai envie que ce soit Heredity. Je regarde. Hein. Toi, évidemment, je ne sais pas si tu peux dire parce que tu fais partie aussi de ceux qui ont choisi au Oui, final. exactement. Alors, Ouais. on a fait, nous, la sélection de ces jeux. Mais par contre, après, c'est le vote du groupement des boutiques ludiques Oui, dans son ensemble. ouais, qui sélectionne en fait le jeu final pour chaque catégorie. Dans la catégorie d'illustration, je voterai. Moi, je donne mes avis, hein, je m'en fiche. Vas-y. Je mettrai Harmony parce qu'il sort tellement de l'ordinaire que j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Et puis, pour la catégorie octoriale, il y a des copains dedans. Je ne suis pas très fan de Kaori, je dois avouer, d'un point de vue purement ludique. J'aime beaucoup 1, 2, 3, Faufile-toi. Je trouve qu'il se passe des choses très très sympas autour de la table, mais c'est des copains chez Faraway. Comment je fais? Je connais aussi Anthony Perron. Bon, bah voilà. Normalement, on dit Faraway parce que c'est des copains. Mais aussi parce que le jeu est très bien, mais oui, évidemment. On arrive sur la fin de cette émission, on a un petit peu débordé, mais on avait plein de choses à raconter. Le festival de Vichy a lieu ce week-end, devinez où? À Vichy. On aura les résultats, on vous les redira derrière, on vous partagera ce qui s'est passé sur Vichy lors de notre émission de jeudi prochain, mais vous les connaîtrez de toute façon si vous vous connectez en ligne sur les différents réseaux sociaux du groupement des boutiques ludiques. Il y aura aussi plein de jeux à découvrir, plein de choses à voir sur ce festival. Tu restes combien de temps, toi? J'y serai toute la période. Toute la période. Donc la boutique, elle sera ouverte quand même mardi, parce que je crois que ça continue jusqu'au mardi. Hein. Oui, exactement. Là, j'aurai une collègue qui me remplace, donc la boutique sera ouverte. Mais nous, on sera encore à Vichy à se faire plaisir, à découvrir des jeux. Oui, bah c'est l'occasion. C'est l'occasion de découvrir pas mal de jeux. Le festival pro est fait pour ça. La semaine suivante, il y aura le festival public pour ceux qui veulent juste jouer en temps ou y aller en famille tout simplement. Mais là, pendant ce festival, pas mal de monde va se réunir auprès des différents éditeurs pour découvrir le line-up de tous les jeux qui vont arriver un peu plus tard dans vos boutiques, dans vos petites boutiques de centre-ville, celles qui font partie du groupement des boutiques ludiques. Merci beaucoup, Loïc. Avec plaisir, merci à toi. Et est-ce que j'ose Oui. parler globalement du prix GBL qui sera donc attribué quand même ce week-end, un peu vraiment le but de ce prix? Oui, bien sûr, mais faut pas hésiter, on est là pour ça. Parce que du coup, le prix du GBL, ben, le but était de se démarquer d'autres prix. Le but était de mettre en avant des gens et des corps de métier plutôt que simplement offrir un prix à un jeu spécifique, puisque ben, derrière des jeux, il y a toujours des gens. C'est l'humain qui importe. Et puis dans le jeu de société, c'est quelque chose qui est très important, puisqu'on joue avec des humains, et ce sont des humains qui les créent. En plus de ça, le groupement des boutiques ludiques aimerait vraiment faire en sorte que le jeu de société soit reconnu comme étant euh, un, un objet culturel, Oui. et en mettant en avant des gens, des humains, tout comme dans le livre, eh ben, ça permettra une reconnaissance peut-être plus facile. Et c'est pour cela que on a ces catégories-là qui ont été créées depuis quelques années pour pouvoir se démarquer de tout le reste et pouvoir parler de créateurs et de créatrices. On le comprend, hein, quand on voit les intitulés des catégories, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on comprend tout de suite qu'il y a cette orientation qui pour nous est naturelle. C'est-à-dire que sur cette chaîne, de manière générale, on fait la même chose. On parle de conseils, on parle des humains qui sont derrière, et évidemment, on est très proche sur ce plan-là. Naturellement, on a envie de parler des personnes qui sont derrière. C'est pour ça aussi que je vous dis, quand je fais mes propres pronostics, que c'est très difficile quand on connaît les gens. Mais c'est très chouette, en fait, que ce soit difficile. C'est très chouette de connaître les gens derrière, d'y être attaché, de connaître leur parcours, de savoir, quand on sort le jeu, d'avoir l'idée de la personne qui l'a créé, des émotions qu'on a eues aussi avec eux sur d'autres jeux auparavant, parce que c'est ce qui fait la culture. C'est valable pour les illustrateurs, c'est valable pour les auteurs, et pour ceux qui regardent nos différentes émissions, vous le savez, c'est valable pour les éditeurs. Quand on reçoit un éditeur ici au chalet et qu'on partage une matinale avec lui, ou une boutique, comme c'est le cas aujourd'hui avec toi, Loïc, la personne, sa personnalité, son énergie, les conseils et ses émotions sont essentiels.
On vous parle derrière de jeux avec plus ou moins d'emphase selon qu'on les apprécie ou pas, mais ce qui compte, c'est le moment partagé ensemble, le moment partagé à distance avec ceux qui l'ont créé, en local avec ceux qui sont autour de la table, c'est absolument essentiel. Merci d'avoir insisté là-dessus. Avec plaisir. Je pense que c'est important, surtout si on veut une vraie reconnaissance du jeu de société comme objet culturel, parce que c'est une forme d'art. Oui. Et peut-être que plus on arrivera vers ce côté-là, parce que tu vois, quand on fait quand on regarde le top des ventes du GBL, on voit quand même que c'est souvent les mêmes jeux qui arrivent en tête au fil des années. Et c'est peut-être encore ce qui marque, ce qui nous montre qu'on a du chemin à parcourir, parce que dans d'autres domaines culturels, ces classements vont varier énormément d'une période sur l'autre en fonction des gros prix, des grandes sorties. Quand on parle de cinéma, nécessairement, c'est les dernières sorties qui sont en tête des ventes, des entrées. Obligatoirement, en fait, de toute façon, il y a une rotation, mais pour les bouquins aussi, pour la musique aussi. On sent qu'il y a du chemin à parcourir, on est nombreux à le faire. Les boutiques ludiques le font, on essaye de le faire aussi. Vous qui nous regardez, évidemment, hein, on est auprès d'un public qui est assez restreint, mais qui allons tous dans la même direction. Mais on a encore du chemin, on n'a pas gagné ce parcours-là. On essaye d'avoir le milieu le plus culturel possible et d'avoir cette reconnaissance. Excellent. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci Loïc d'avoir participé, de nous avoir apporté cet éclairage particulier. Si jamais vous passez à Bulle, dans le canton de Fribourg, faites un tour par la boutique des Hauts Plateaux. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube puisqu'elle existe. J'ai vu sur le chat que certains d'entre vous se sont déjà abonnés pendant l'émission. Merci à tous. Nous, on se donne rendez-vous, alors pas lundi du coup, puisqu'on sera à Vichy, pas mardi non plus, parce qu'on sera sur le retour, et mercredi, donc un début de semaine sans nous. Tant pis, hein, j'espère que vous allez résister. Mais à partir de mardi, attention, on reviendra avec plein d'informations sur tout ce qui s'est passé lors du Festival de Vichy. Bon week-end à tous et à très bientôt. À tout bientôt. Ciao.